Bonjour. Bonjour à tout le monde. Donc, nous allons commencer ce conseil municipal. Je vais commencer par faire l'appel. Madame Sarité Karine. Présente. Monsieur Morlas Bernard. Présent. Madame Andy Isabelle, elle devrait arriver. Monsieur Dupois-Yarnon. Présent. Madame Poidomange Isabelle, procuration à Monsieur Dupois-Yarnon. Monsieur Minard François. Oui. Monsieur Prévost Philippe. Présent. Madame Anglo Christina. Présente. Monsieur Depré-Mauvais Benoît. Présent. Madame Bernard Giselène. Présente. Monsieur Lalard Alain. Présent. Madame Chambossier-Nelly. Présente. Madame Récapé Evelyne. Présente. Madame Chapka Manuela. Présente. Madame Dutil Nora. Présente. Monsieur Pouillet Jean-Yves. Présent. Monsieur Omnek Jean-Michel arrivera en retard. Monsieur Arangois Nicolas, procuration à Thierry Cabane. Monsieur Colombier Jean-René, procuration à Karine Sarité. Madame Mendiel Marie-Ange. Monsieur Salier Eric. Présent. Madame Dupas-Jacob Valérie, procuration à Madame Marie-Ange Mendiel. Monsieur Caro Jérôme, procuration à Laurent Sainte-Cluc. Monsieur Sainte-Cluc Laurent. Présent. Monsieur Domet Frédéric. Présent. Et Monsieur Bénégui Nicolas. Présent. Parfait. Merci. On va pouvoir commencer. Donc, premier point, c'est désignation du secrétaire de séance. Donc, comme à l'accoutumée, je pense qu'elle fait bien son travail, je vous propose de désigner Karine Sarité, qui est contre, qui s'abstient. Bien, merci. Donc, premier point, procès verbal de la séance précédente. Donc, M. Bénégui nous a fait une remarque pertinente. Christine, vous pouvez donner la réponse? En fait, les débats du point 18 avaient été mis par erreur au point 17, donc j'ai modifié le PV dans ce sens. Voilà. Donc il n'y a pas été fait d'autres remarques, donc on va passer au vote du procès verbal. Qui est contre? Qui s'abstient? Bien, merci. Point numéro 1, décision du maire. Madame Sarité. Donc il y a deux décisions du maire qui sont portées aujourd'hui à votre connaissance. La décision 2023-009 sur l'emploi de crédit des dépenses imprévues. Ça concerne en particulier le projet Coulomb. Et ensuite la décision 2023-010 pour une demande de subvention auprès du conseil départemental pour les travaux de voirie 2023. Point numéro 2. Mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57 à partir du 1er janvier 2024. Alors, en application de l'article 106.3 de la loi 2015-99-41 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, la loi NOTRe, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par délibération de l'Assemblée délibérante, choisir d'adopter le cadre fixant des règles budgétaires et comptables M57 applicable aux métropoles. Cette instruction la plus avancée en termes d'exigences comptables est la plus complète et elle résulte d'une concertation étroite intervenue entre les directions générales des collectivités locales ainsi que la direction générale des finances publiques, les associations d'élus et les acteurs locaux. Elle est destinée à être généralisée. La M57 deviendra le référentiel de droit commun de toutes les collectivités locales d'ici au 1er janvier 2004. Concernant les communes de la communauté du Berne-et-Gaves, nous sommes la dernière commune à passer, puisque toutes les autres petites communes sont déjà à la M57. Reprenant sur le plan budgétaire le principe commun au différentiel, la M14 pour les communes et établissements publics, la M52 pour les départements et la M71 pour les régions, elle a été conçue pour retracer l'ensemble de toutes les compétences exercées par les collectivités territoriales. Le budget M57 est ainsi voté soit par nature, soit par fonction. Les principaux apports, donc des apports en matière de gestion pluriannuelle des crédits. Les collectivités ont la possibilité ainsi de recourir plus facilement aux autorisations de programme en investissement et aux autorisations d'engagement en fonctionnement. L'Assemblée se dote ainsi d'un règlement budgétaire et financier qui fixe notamment toutes ces règles des AP et des AE et les modalités d'information de l'Assemblée. Deuxième point assez important, en matière de fongibilité des crédits, une faculté est donnée à l'organe délibérant de déléguer à l'exécutif la possibilité de procéder
dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections à des mouvements de crédit de chapitre à chapitre. L'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Ces mouvements font alors l'objet d'une communication en assemblée au plus proche du Conseil suivant cette décision. Donc c'est ce qui est fait naturellement. En matière de gestion des crédits pour des dépenses imprévues, aussi, l'organe délibérant peut voter des autorisations de programme et des autorisations d'engagement concernant les dépenses imprévues dans la limite de 2% des dépenses réelles des sections. Une généralisation de la M57 à tous ces budgets est envisagée donc au 1er janvier 2024, puisque ça va être du règlement. Pour information, cette modification comptable entraîne automatiquement un changement de maquette budgétaire. Donc ce qu'on est habitué, ça va être un petit peu à recevoir, ça va être un petit peu modifié, et de ce fait, la colonne du budget prévisionnel N-1 ne sera pas enregistrée car elle sera d'une nomenclature différente. De plus, la mise en place de cette nomenclature budgétaire et comptable N57 implique de fixer le mode de gestion des amortissements, des immobilisations et d'adopter un règlement budgétaire. Tout ça, on va le voir dans les points suivants. Compte tenu de ce contexte réglementaire et l'optimisation de la gestion qu'elle introduit, il est proposé d'adopter la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable de l'application M57 développée pour le budget principal et pour ses budgets annexes à compter du 1er janvier 2024. Donc, en résumé, c'est une nouvelle nomenclature qui est validée au niveau de l'État, de toutes les structures. Donc, il faut y passer au 1er janvier. Donc, c'est une harmonisation sur laquelle on aura à peu près toutes les mêmes points dans chaque collectivité, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce soit la commune, le département, la région. Alors, on aura à peu près tous les mêmes façons de fonctionner en termes de budget. Voilà. Y a-t-il des questions? Donc, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et merci. Donc, point numéro 3, l'adoption du règlement budgétaire et financier de la commune dans le cadre d'une nouvelle nomenclature comptable, la M57. Donc, en gros, vous avez tous reçu le règlement. Il reprend tout ce qui est fait partout, tout ce qui est fait à l'heure actuelle sur la M14 retranscrit avec la nouvelle nomenclature. Donc, vous avez eu le temps de tous le lire. Si vous avez des questions dessus, on essaiera d'y répondre. Pas de questions, donc on va passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Bien, merci. Fixation, point numéro 4, fixation du mode de gestion des amortissements dans le cadre de la nouvelle nomenclature M57. Donc, conformément aux articles L2321-2-27 du Code général des collectivités, pour toutes les communes dont la population, donc c'est le cas de Salis, est supérieure à 3 500 €, l'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles est considéré comme une dépense obligatoire qui est à enregistrer dans le budget. Donc l'amortissement, je ne vais pas y revenir, c'est une technique comptable qui permet chaque année de constater forfaitairement une dépréciation de tous les actifs qui sont. Pour rappel, sont considérés comme des immobilisations tous les biens destinés à rester durablement ou sous forme de patrimoine dans le patrimoine de la collectivité, leur valeur reflétant la richesse de son patrimoine. Donc, les immobilisations sont députées en section d'investissement et enregistrées sur les comptes de la classe 2, selon les règles suivantes. Immobilisations incorporelles seront dans la subdivision du compte 20, ça c'est des termes comptables. Immobilisation corporelle en subdivision des comptes 21 et 23. On rentrera dans le détail du compte 20. Le passage au référentiel M57 est sans conséquence dans le périmètre d'amortissement. Les communes procèdent donc aux amortissements suivant l'ensemble actif de l'actif immobilisé, à l'exception de, on ne peut pas amortir les œuvres d'art, des terrains, autres que les terrains de gisement, des frais d'études, d'insertion, de suivi, de réalisation, les immobilisations remises en effectuation ou à disposition, des agencements et aménagements de terrain hors plantation d'arbres et d'arbustes, parce que les arbres, on les amortit, des immeubles non productifs de revenus. Donc les communes n'ont pas l'obligation d'amortir les bâtiments publics, les réseaux, et ainsi de suite. Donc vous avez tous reçu le détail des durées d'amortissement que l'on a décidé. On a fait, en fonction de pas mal de communes de notre taille, on est resté sur les mêmes durées d'amortissement qui ont été, dans la nomenclature, qui ont été déjà adoptées
de par leur fonctionnement, puisque nous on fait partie des derniers, donc il y a certaines communes dans notre strate qui le font déjà. Voilà. Je vais aussi le minimum en résumé. Oui, monsieur Saguier. Monsieur le maire, le matériel roulant de Boisville, l'amortissement à 15 ans, c'est beaucoup. C'est une. C'est un ensemble qui était validé. Il y en a qui étaient sur 20 ans, d'autres sur 10 ans, 12 ans. La majorité des contacts que l'on a eus étaient sur 15 ans. On a pris 15 ans. Après, aujourd'hui, pour matériel roulant de voirie, par exemple, une pareuse, c'est 10-12 ans. Hein. C'est pour ça, en mettant 15, on ne se trompe pas trop. Bon. Parce que bon, il y a de l'entretien, tout dépend de la volonté de la commune de changer en termes d'amortissement. Si on joue sur l'amortissement à 10 ans, ça va imposer, sauf si tout fonctionne, de relancer dans 10 ans une autre commande. Voilà. C'est une façon de voir la gestion à moyen terme. Après, on peut le revoir avant, mais c'est pas... Oui, monsieur Béni. Oui, c'est plus une Vous pouvez allumer le micro, s'il vous plaît. Merci. C'est plus une curiosité, donc le compte 2186 Cheptel, Oui. une mobilisation, durée d'amortissement sur 5 ans, c'est-à-dire. Mais c'est par rapport à tout ce qui est animaux qui est estimé à une durée de vie minimale de 5 ans en bonne santé, à peu près. Le Cheptel. Tel que les ânes que l'on peut avoir, les petits cochons, et ainsi de suite. On a cherché, comme je vous ai dit, on s'est basé sur 4 ou 5 villes sur lesquelles on a fait des croisements par rapport à ça, tout simplement. Parce qu'il faut amortir le Cheptel, comme on dit. Hein? 5 ans. Oui, alors, et aussi donc ce que j'ai oublié de vous dire, c'est la règle du prorata temporis. Avant, il fallait attendre le début de l'année suivante. Maintenant, dès qu'on achète quelque chose, on le rentre en amortissement par rapport à la date de l'achat, de l'investissement. Donc, par exemple, au 6 septembre, on achète quelque chose, on le rentre de suite et on va jusqu'au 5 septembre. Si c'est sur 5 ans, on rajoute. Voilà, non, tout à fait. Voilà, c'était des aberrations qu'il y avait. Donc la N57 permet de réguler toutes les choses comme ça. Voilà. D'autres questions? Bonjour Madame Antier. 43. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, merci. Point suivant, numéro 5, admission à non-valeur de trans irrécouvrable. Madame Evelyne Ricapé. Monsieur le maire, informe le conseil municipal que les poursuites engagées par les services de gestion comptable Mourin-Sortès n'ont pu aboutir au recouvrement de créances. Monsieur le maire vous propose d'admettre en non-valeur au compte 6 541 l'équipe de recettes mentionnées ci-après. Vous voyez, donc pour l'année 2005, 632 €, 2008, 110,57 € ça concerne le camping, 2010, 16,80 € ça concerne le camping, etc. Tout ça pour un total, c'est jusqu'à 2020, pour un total de 941,43 €. Merci des questions. Alors, une petite précision. Le montant de ces rémissions en non-valeur s'élève en réalité au montant de 7 845 €. Actuellement. On décide de mettre ce montant parce que là on est sûr qu'on ne pourra jamais les récupérer parce que c'est de tout petits montants sur lesquels il n'y a même pas de procédures qui peuvent être lancées. Voilà pourquoi. Par contre, les autres on espère en récupérer quelques-unes puisqu'on est à 7 845 €. Voilà, oui. Et donc, mais il nous laisse le choix, parce qu'autrement on pouvait s'asseoir sur 7 845. Par contre, non, on va les mettre en contribution pour relancer certaines opérations, sachant qu'il y a des gens qui sont encore sur place, sur sa liste qu'on peut trouver. Voilà.
Donc, On va procéder au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. mais merci. Point suivant. Demande de subvention exceptionnelle par l'association du savoir partagé. Madame Isabelle Antier. Merci, Monsieur le maire. Excusez-moi pour le retard. Monsieur le maire expose qu'il a reçu une demande de subvention exceptionnelle de l'association Le Savoir Partagé pour le financement d'un projet intitulé « Approche de la transition écologique » qui prévoit les manifestations suivantes. Randonnée découverte de la nature, faune et flore en octobre 2023, animation fresque du climat en octobre 2023, journée cueillette à la Dragon Po en août 2023, découverte de l'apiculture en octobre 2023, cycle de l'eau avec Water Family en octobre 2023, visite de l'Ilta Garbit en octobre 2023, activité jardin avec Salis en transition, atelier do it yourself ou repère en septembre 2023, conférence publique, cinéma, débat en novembre 2023. Le montant sollicité est de 1 500 €. Pour rappel, l'association a déjà reçu 3 000 € au titre de cette année. Monsieur le maire propose d'allouer une subvention exceptionnelle de 750 € pour le projet susvisé. Y a-t-il des questions? Oui. Monsieur le maire. Oui. Donc alors, notre intervention, c'est une intervention collective du groupe Statistica. Va concerner donc, non seulement le point 6, mais également le point 7, pour cette demande de subvention exceptionnelle. Nous ne participerons pas au vote, tout simplement de ces deux points. Tout simplement parce qu'on a déjà dit au conseil municipal à plusieurs reprises, on aimerait plus de transparence sur les remises des subventions, donc notamment aussi des subventions exceptionnelles. On aimerait vraiment que le conseil municipal, dans sa globalité, majorité et opposition, on trouve un mode de fonctionnement qui nous permet d'étudier de manière transparente toutes ces demandes de subventions. Là, par exemple, on a une demande de 1 500 € pour savoir partager, on remet 750 €, soit, mais on ne sait pas quels sont les critères qu'il y a derrière. La même chose pour la suivante, où il y a une demande de 2 500 € et on remet 2 000 €. Mais on ne sait pas derrière quels sont les critères qui ont été énoncés. Donc, pour nous, au niveau salisseur, nous ne souhaitons pas participer au vote de ces deux demandes de subvention. Donc vous allez vous abstenir ou non? On participe au vote. Vous participez au vote. Isabelle, tu donnes des explications de pourquoi les 750? Alors, il faut savoir que le savoir partagé, lors d'un conseil d'administration auquel j'ai participé, avait précisé qu'ils souhaitaient recentrer leurs activités sur l'aide aux familles et l'aide aux familles et aux enfants. Or, dans les propositions qu'ils ont faites sur cette demande exceptionnelle, il y a des sujets qui ne sont pas simplement pour l'aide à la famille, vraiment. Ils ont des activités qu'on ne conteste pas, mais, et c'est pour ça qu'on a choisi qu'un certain nombre d'activités qu'ils avaient notées là, et c'est pour ça que la subvention a été diminuée d'autant. On a estimé simplement le coût de ce qui va vraiment se rapporter. Donc ça concerne la découverte de l'apiculture, l'activité jardin avec Salis en transition, la conférence publique ciné-débat et l'animation fresque du climat. Voilà. On a estimé que ça correspondait vraiment à leur façon et à ce qu'ils nous ont dit lors de cette assemblée où participaient Isabelle Antier et Isabelle Poymange qui n'est pas là ce soir. C'est ceux qui ont fait ressortir. Voilà pourquoi on s'arrête à ce montant-là, puisqu'on sort du cadre que eux-mêmes, c'est pas nous qui l'avons fixé, c'est eux-mêmes qui le fixent. Et ils proposent d'autres choses derrière. Voilà. Monsieur Benigui. Si c'est possible de connaître le montant global du projet. C'est le financement d'un projet approche de la transition écologique, donc la construction, le montant global. Le projet total s'élève à 2120 €. Je peux. L'association
demande 1 500 € sur un budget global de 2120, avec en recette, subvention CAF 210 €, subvention conseil départemental 210 €, autofinancement 200 €. Le reste, c'était pour la commune, subvention 1 500 €. À l'intérieur, dans les dépenses, vu qu'on ne veut pas, ça ne fait pas partie de notre chose, il y a des déplacements tels que journée cueillette à la Ragnon à Pau, donc il y a des frais de déplacement qui sont estimés dans leur budget à 700 €. Les rémunérations d'intermédiaires et au notaire, ils se sont trompés dans le terme, mais c'est 500 €. Donc déjà, on dépasse énormément l'ensemble de ce que eux veulent et ce qu'ils se sont engagés à présenter. Après, je voudrais apporter une précision en tant que président de Salis. Alors l'association, c'est Salis de Béarn en transition, c'est pas Salis en transition. Oui, c'est ce qu'ils nous ont dit, Salis. Moi, je répète ce qu'on nous a envoyé, désolé. Mais justement, on le connaît, donc nous on répète ce qu'on nous dit. L'association, c'est Salis de Béarn en transition. Cette activité est proposée à titre gratuit par l'association. Donc on ne demande aucune participation au savoir partagé. Très clair. Ok. D'autres questions? Juste une précision, vous avez donné des détails, monsieur le maire, sur des détails, madame Andy aussi, sur le projet. Je pense que si on partageait, on le redit, alors je le dis au nom du groupe, si on trouvait le moyen dans l'année, au moment dans l'année où on puisse partager ces détails ensemble, majorité comme opposition, je pense que ça serait beaucoup plus simple, à la fois pour tout le conseil de comprendre, et puis aussi pour pouvoir l'expliquer à l'extérieur, parce que comme nous on est interrogé à l'extérieur, voir telle association a telle subvention et telle autre là-bas, parce qu'on se retrouve dépourvu dans la présentation. Donc, ok, alors je vais vous répondre, monsieur Honnet, nous faisons quand même, donc nous prenons ces décisions en groupe majoritaire, de la majorité, comme ça se faisait avant, ça je ne vais pas y revenir dessus. Par contre, on a une commission de finances dans laquelle on éclaircit tout, on est transparent. Donc toutes ces questions elles sont tenues, les réponses sont données, les mêmes que je vous donne là, on les a données en commission des finances. Donc vous avez des représentants en commission des finances, voilà, c'est tout. On est là pour donner un maximum d'informations. Si on doit se réunir tous ensemble pour choisir un montant de subvention, on ne va pas s'en sortir. Avant, vous le faisiez en groupe, nous on continue à le faire en groupe et on explique, on sait pourquoi. Les décisions que l'on prend, elles sont fondées. L'explication qu'on va vous donner sur le stade salésien, vous allez la comprendre. Et c'est tout logique. On n'est pas là pour réduire des subventions, on est là pour aider les associations, mais pas n'importe comment, en tenant compte de leurs objectifs qu'eux annoncent et de leurs demandes qui ne sont pas tout à fait réelles. Voilà, c'est tout. On est là-dessus, on est serein, il n'y a aucun problème. Après, on s'en la commission finance du salut ministère, c'est de voir le salut le lundi. Oui. Bon, la décision elle était déjà prise, on avait déjà. Oui, non, tout à fait. Mais on donne les explications, comme on a donné les explications au Salisier, ce que je vais vous donner après. On voudrait avec vous un grand plus loin, mais on vous le repropose, je pense qu'on vous le reproposera chaque fois. C'est de participer avec vous, alors il y a des moyens de le faire. Je pense que ça. Alors si, ça prend du temps, c'est certain, oui. Mais si on le cale bien, je pense qu'on pourrait arriver à faire quelque chose d'encore plus transparent tous ensemble. Alors, on peut regarder dans le passé ce qui se faisait, et on est là pour améliorer les choses, voilà, il faut qu'on voit comment on fait. On avait arrêté les subventions exceptionnelles, je regarde mes collègues aussi, à un moment donné, on avait arrêté les subventions exceptionnelles parce que c'était trop compliqué, et on demandait vraiment... Mais justement, mais nous on y répond, parce que les centaines du fronton, puisqu'on parle des deux en même temps, les centaines du fronton, au départ, quand ils ont présenté leur budget annuel, ça n'y était pas. Donc, heureusement, ils font une manifestation dans laquelle, financièrement, c'est compliqué. Heureusement que la commune accepte de faire des subventions exceptionnelles. C'est la même chose pour le savoir partager. Si on dit, ah non, on n'accepte plus les subventions exceptionnelles, ils n'ont pas prévu. Donc, tout ce qu'ils font, parce que ça a démarré avec, il y a certaines associations qui ont commencé en août, d'après leur information, ça a commencé en juillet, en août. Comment ils font? Voilà, je vous pose la question. Voilà, c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir des demandes de subventions exceptionnelles qu'on étudie au cas par cas, on étudie bien et on joue la transparence.
Monsieur Benigui. Je dirais que mon commentaire, ce sera que c'est un peu en contradiction quand même avec la façon d'attribuer les subventions en début d'année, dont on a déjà parlé, puisque vous demandez, voire exiger des documents assez précis et des budgets prévisionnels précis. Donc que tout d'un coup, en début de mois, une association a une demande forte et qu'on y répond tout de suite, moi je trouve ça aussi de la même façon particulière. Moi personnellement, je voterai contre. Moi je m'exprime, moi je voterai contre, c'est par rapport à la méthode. Mais je ne vois pas la raison de m'abstenir ou de sortir du vote. Personnellement, je voterai contre. Par rapport à la méthode. Donc on va procéder au vote. Qui est contre? Monsieur Benigui. Qui s'abstient? Les autres participent pas. Les autres ne participent pas. C'est abstention. Abstention. Merci. Point suivant. Demande de subvention exceptionnelle de l'association du stade salisien Pelote. Monsieur Philippe Prévost. Monsieur le maire expose qu'il a reçu une demande de subvention exceptionnelle de l'association Stade Salisien Pelote Basque pour le financement de l'organisation de la journée des 100 ans du fronton. Le montant sollicité est de 2500 €. Pour rappel, l'association va percevoir 1000 € au titre de cette année. Au vu du budget présenté par l'association, monsieur le maire propose d'allouer une subvention exceptionnelle de 2000 €. Avez-vous des questions? Monsieur Benigui. La même question précédemment, où je voudrais savoir par rapport au budget, le budget global de cette journée des 100 ans. Donc, budget global, 12 728 € 30 centimes. Donc, alors, il demande, alors, le résultat affiché était à l'équilibre, en recette, financement sur fonds propres et subventions exceptionnelles, donc, de 2500 demandés, c'était 2688,30. Donc, soit 188,30 € de participation de fonds propres. Vous voyez ? Avant, c'était 200 € sur un budget de, je ne me rappelle plus le montant, et là, c'est 100 et quelques. Donc, par contre, ils nous ont fourni une facture qu'on appelle ça d'un chapiteau. Ils vont mettre un chapiteau. Par contre, dans leurs dépenses, et le budget, comme je l'ai dit en commission des finances, M. Sinico pourra confirmer, c'est un budget qui est propre, qui est clair, qui est net. Il y a toutes les dépenses, tout est marqué, toutes les recettes sont marquées. Ce qui nous dérange, dans la subvention, de donner dans une subvention, il y a les mots cadeau. Il y a cadeau pour des joueurs de grosse pala pour 200 €, cadeau pour les joueurs de Grand Chistera pour 300 €. Voilà pourquoi on ne répond pas favorablement à la totalité de 2500 €. On n'est pas là pour payer des gens, faire des cadeaux. Il faut que ça fasse partie des fonds de roulement, des fonds propres. Voilà tout simplement pourquoi on a décidé, dans notre commission, de mettre ce montant à 2000 et non 2500 comme demandé. Avez-vous d'autres questions? Enfin bon, je voterai contre également toujours sur la forme et pas sur le fond. Là, pour le coup, la demande était mieux formulée que précédemment. Pardon? Je dis, la demande n'a rien à voir avec la demande précédente. J'avoue que je ne comprends pas la logique qui conduit à cette décision. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci. Point numéro 8, décision modificative de la commune. Madame Evelyne Ricapi. Afin d'ajuster les crédits budgétaires, monsieur le maire propose au conseil municipal d'adopter la décision modificative suivante concernant la section de fonctionnement. Article 6541, créances admises en non-valeur, 960 € en dépenses. Article 65 548, autres contributions, 2750 €. Article 6574, subvention, 750. Article 6574, subvention, 2000 €. Article 678, autres charges exceptionnelles, 990 €. Article 6817, dotation aux provisions pour dépréciation des actifs circulants, 11 430 €. Article 73 918, autres reversements, 75 €. Article 739 223,
C'est le fonds de péréquation 6 405 €. Article 7 398, reversement, restitution et prélèvement divers, 35 € en dépenses. Et donc article 7 718, autres produits exceptionnels en recettes pour la somme de 25 395 €. En ce qui concerne la section d'investissement, article 2188, autre immobilisation corporelle en dépenses 1020 €. Article 2188, autre immobilisation corporelle en dépenses 2880 €. Et article 2151, réseau de voirie, moins 3900 en dépenses. Donc tout ça équilibré à zéro. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur Samy. Oui, dans la section fonctionnement, quels sont les autres produits exceptionnels? Pardon? Dans la section de fonctionnement, dans la partie recettes, oui. Quels sont les produits exceptionnels qui sont rentrés sur la commune? Alors, c'est un solde d'indemnité suite aux inondations. Grosso modo, avec... ouais, mais Madame Boirette, le comptable, nous avons reçu les experts et on a bataillé pour avoir un complément sur certains dossiers sur lesquels ils ne nous avaient pas assurés, et ainsi de suite. Donc on a réussi à récupérer un petit peu d'argent qui s'élève à un montant de quand même 90 000 €. Oui, il fallait aller le chercher. Bon, ça n'a pas été simple, hein, Christine, ça n'a pas du tout été simple. On les a reçus plusieurs fois, pendant des demi-journées entières, pour récupérer un peu plus d'argent que ce qu'ils nous avaient promis. Donc voilà, on se retrouve avec un solde à l'heure actuelle de 40 000 qui nous permet de fonctionner là-dessus, tout simplement. Merci, monsieur. D'autres questions? On va procéder au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie. Il y a une abstention? Non, pas d'abstention. Oui, merci. Point 9, décision modificative numéro 1 concernant l'assainissement. Monsieur Arnaud Dupoil. Merci, monsieur le maire. Afin d'ajuster les crédits budgétaires, monsieur le maire propose au conseil municipal d'adopter la décision modificative suivante. Donc, nous devons absorber une dépense de 230 € pour les dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants en section de fonctionnement, qui est donc compensé par un virement de la section d'investissement du même montant de 230 €. Et en section d'investissement, on a donc la recette de moins de 230 € pour le virement à la section de fonctionnement, qui est compensée par une dépense de moins de 230 € sur les frais d'études, qui seront le delta. Il y avait suffisamment de marge pour récupérer ces 230 €. Si vous n'avez pas de questions, on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Point numéro 10, recensement de la population 2024, recrutement d'un coordonnateur communal contractuel, accroissement temporaire d'activité. Monsieur Benoît Pomeroy. Merci, monsieur le maire. Recensement de la population 2024, recrutement d'un coordinateur communal contractuel, accroissement temporaire d'activité. Monsieur le maire informe l'Assemblée que la prochaine campagne de recensement de la population aura lieu du 18 janvier au 17 février 2024. Pour ce faire, il est nécessaire de recruter un agent coordonnateur chargé de préparer la collecte des données, d'encadrer le déroulement de la collecte, de contrôler le travail ou agent recenseur, de saisir les résultats de la collecte, de relancer les habitants et de clôturer la collecte. Monsieur le maire propose de créer un emploi non permanent d'adjoint administratif principal de 2e classe à temps complet en accroissement temporaire d'activité du 1er octobre 2023 au 15 mars 2024. La rémunération serait basée sur la base du 2e échelon, indice brut 371, indice majoré 364, soit une rémunération brute de 1971,08 €, indemnité de congés payés incluses. Y a-t-il des questions? Non, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci.
Donc, point numéro 11, recensement de la population 2024, recrutement de 8 agents recenseurs communaux, croissement temporaire d'activité. Donc, monsieur de Primorel, vous pouvez continuer. Alors, monsieur le maire explique que compte tenu du nombre de logements 3201 en 2018, il convient de recourir à 13 agents recenseurs, dont 8 agents communaux. Monsieur le maire propose de créer 8 emplois non permanents à temps non complet à raison de 24 heures semaine en moyenne, en accroissement temporaire d'activité du 1er janvier 2024 au 28 février 2024. La rémunération sera basée sur le premier échelon du grade d'adjoint administratif, indice brut 367, indice majoré 371, soit une rémunération brute de 1 340,43 €, indemnité de congés payés incluse. Monsieur le maire précise que les 5 autres emplois seront pourvus par des agents titulaires de la Poste. Y a-t-il des questions? Alors, avant de passer au vote, je voudrais quand même amener une petite précision par rapport à ça. Donc, on recherche bien 8 agents pendant cette période-là pour faire le recensement. On a déjà eu quelques petits CV. Si vous connaissez des gens qui cherchent du travail temporaire, notamment qui peuvent rentrer, poussez-les à postuler, qu'on puisse les recevoir et qu'on les choisisse en toute conscience pour pouvoir faire ce travail. Puisqu'aujourd'hui, nous avons une dizaine à peu près de CV, même moins. Donc, nous, on va le relancer. Donc, si vous avez, vous, dans vos proches ou dans vos relations, des gens qui cherchent à pouvoir faire ça, nous sommes ouverts. 18 ans, permis ou pas? Hein? C'est quoi la formule? De préférence. De préférence, oui, parce que si ceux qui vont faire le recensement sur les quartiers, il va falloir qu'ils aient une voiture. Ou trottinette, ou vélo avec les mollets bien faits. Voilà. Donc, monsieur. Pas d'autres questions? Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci. Point suivant, numéro 13, acquisition de terrain appartenant à la SCI Clé. Pardon, le 12, excusez-moi. Je vais un peu plus vite. Création d'un emploi non permanent d'adjoint administratif à l'accueil, accroissement de travail de temporaire d'activité. Je vais y arriver. Madame Bernard Gislaine. Merci, monsieur le maire. Surcroît d'activité, finalisation de l'adressage, mise à jour des listes électorales, gestion funéraire, numérisation des actes d'état civil et de l'absence prochaine pour raison de santé d'un agent d'accueil, monsieur le maire propose de créer un emploi d'adjoint administratif à temps complet du 1er octobre au 31 mars 2024, rémunéré sur la base du premier échelon du grade d'adjoint administratif, indice brut 367, indice majoré 361, soit une rémunération brute de 1 954,83 €, indemnité de congés payés incluse. Y a-t-il des questions? On peut passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui est contre? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui s'abstient. Merci. 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 Point numéro 13. Acquisition du terrain appartenant à la SCI Cléton, rue La Roumette. Monsieur Lala. Merci, monsieur le maire. Monsieur le maire rappelle à l'Assemblée que par décision numéro 2023-001 du 15 mars 2023, il a été décidé de préempter la parcelle AE 428 appartenant à la SCI Cléton, représentée par monsieur Thomas Lacoste. Il s'avère que le délai de préemption est dépassé. Il a été convenu avec M. Lacoste et le potentiel acquéreur de la parcelle de le céder à la commune dans les mêmes conditions au prix de 1 000 €. Monsieur le maire sollicite l'autorisation du conseil municipal pour signer l'acte d'acquisition. Y a-t-il des questions? Madame Leviel. Vous avez pu faire quoi? Mais déjà, répondre. Ah non. Non. Ce terrain va permettre de réparer la digue juste
dans le virage pour empêcher lors de petites crues et de petits débordements d'inondation en priorité du quartier La Rouvette. Voilà, dès qu'il pleut, c'est le premier lieu d'entrée de l'eau sur sa liste. Les dernières qu'il y a eu, il y avait 40 cm sur la rue Argonette par la pénétration de l'eau dans certains endroits. Voilà. Donc on en avait discuté un petit peu lors de la prévention, quand on avait planté. Voilà. Donc là on va faire un acte authentique. Maintenant qu'on a eu il a fallu faire une lettre de désistement à l'acquéreur. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Les frais d'acte sont pris en charge par qui? Par rapport par l'acquéreur. Par l'acquéreur toujours. Toujours par l'acquéreur. Toujours. On va essayer de préciser. Madame Médiela? Oui, vous allez renforcer la digue et ensuite sur cette parcelle, qu'est-ce qu'il va y avoir par exemple? Ce sera un espace vert, on réfléchira comment l'aménager. Vu qu'aujourd'hui c'est de l'herbe, oui. on va l'aménager un espace de verdure. Quoi. Une de pêche, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais bon, accès pour, avec un banc peut-être, on va discuter de tout ça. Et on va d'abord monter le mur pour empêcher les pénétrations. Oui, monsieur le maire, juste une précision. Je me permets de rectifier le terme. Il n'est pas question de parler de digue. Il n'y a pas de digue sur ce chantier-là, sur ce terrain-là, parce que les montent un sens. Il s'agira de remettre en état le mur cassé. On ne fait que réparer le mur cassé. Il n'est pas question de faire une digue sur ce terrain-là. On le remet à l'identique tel qu'il était. On n'a pas le droit d'employer le mot digue, mais c'est Arnaud de le préciser, c'est quand même important. Une digue, c'est pas le mot. Donc on est obligé de le faire à l'identique, c'est ça? Oui. On va le renforcer d'une manière. Ah, on va le renforcer, mais il sera à la même hauteur que ce qu'il était avant, avec les pierres telles qu'il y avait, et renforcer derrière, ça c'est clair. On va protéger. Il y a d'autres questions? Je vous prie de m'excuser pour mon lapsus. Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Point 14. Acquisition de terrain rue Catherine de Bourbon, régularisation de l'emprise de la voie ouverte à la circulation publique. Monsieur Dupuy. Monsieur le maire informe que les propriétaires riverains de la rue Catherine de Bourbon sont restés propriétaires de la voie qui les dessert. Cette voie, dénommée rue Catherine de Bourbon, est ouverte à la circulation publique et les propriétaires ont manifesté leur souhait de cession à la commune de cette voie. Ce classement n'ayant pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte et de circulation assurées par la voie, cette procédure est dispensée d'enquête publique conformément à l'article L141.3 du Code de la voirie routière. Monsieur le maire propose donc d'acquérir les terrains constituant l'emprise de la voie en cause à titre gratuit. Donc vous avez en dessous la liste des propriétés qui sont concernées par cette acquisition, avec donc au centre les deux colonnes qui précisent les 14 parcelles qui seront donc nouvellement créées et qui seront propriété de la commune et qui représentent la totalité de 1647 mètres carrés. Voilà. Bon, moi simplement, je tenais à remercier tous ces propriétaires parce que nous nous sommes rencontrés quand même plusieurs fois. C'est une histoire qui date de plus de 50 ans. C'était des terrains qui se sont construits petit à petit et il fallait faire quelque chose au milieu pour arriver à ces terrains. Donc ça a été fait sans, à l'époque, tout ce qui était urbanisme était vu à la légère, des arrangements, il y en avait dans tous les sens. Là, on est en train de régulariser quelque chose qui est inadmissible aujourd'hui. Et en tout cas, je tenais vraiment à remercier tous les propriétaires qui ont compris le sens de notre démarche, d'être dans la légalité. Et en même temps, ça va permettre aussi à ceux qui veulent faire des opérations immobilières, soit des ventes et des achats, que la parcelle soit vraiment bien délimitée et non qui va sur la voie publique, qui n'est pas publique aujourd'hui encore, sur des voies privées sur lesquelles la municipalité a engagé des frais de lumière, de goudron et tout ce qu'il faut. Voilà, c'était quand même un petit mot que je voulais donner et remercier les propriétaires d'avoir compris cette démarche. Est-ce qu'il y a des questions? Alors nous allons procéder au vote. Qui? Pardon? Je ne voterai pas. Oui. Oui, on comprend. Qui est contre? Qui s'abstient?
Merci. Oui, merci. Point numéro 15, création d'une place de stationnement de taxi. Monsieur Jean Yopiès. Merci, monsieur le maire. Monsieur le maire expose que monsieur Olivier Castel a sollicité une autorisation de stationnement de taxi sur la commune afin d'exercer son activité. À ce jour, 3 entreprises bénéficient de 4 autorisations de stationnement au parking Granit. Monsieur le maire propose d'autoriser monsieur Olivier Castel à stationner parking Granit pour l'exercice de son activité. Y a-t-il des questions? C'est le vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Point numéro 16, rapport annuel du délégataire exercice 2021-2022 de la SAS du Casino. Madame Karine Serrier. Conformément à l'article L 1411-3 du Code général des collectivités territoriales, le délégataire, la SAS Casino de Salis de Béarn, produit chaque année à la commune un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation du service public et une analyse de la qualité du service. Ce rapport est présenté au conseil municipal qui en prend acte. Le rapport est joint en annexe et ou consultable en mairie. Quelques éléments. Donc le rapport qui nous a été adressé en fait porte sur l'exercice qui est allé du 1er novembre 2021 au 30 octobre 2022. Quelques faits marquants. L'année a été marquée par une ouverture sur 12 mois, ce qui n'était pas le cas de l'année précédente. Je vous en avais parlé lors du dernier conseil municipal. L'ouverture avait été de moins de 6 mois. Donc, ce qui fait que, comme vous l'avez compris, on ne pouvait pas réellement comparer les 2 années. Quoi qu'il en soit, je vais vous donner quand même quelques chiffres. Les produits bruts de machines à sous ont augmenté de 100%, logique. Les produits bruts de jeux traditionnels de 309%, ça représente une petite part de l'activité jeu du casino. Le chiffre d'affaires, là c'est intéressant, de la partie hébergement s'élève à 464 663 €. C'est pas tant le chiffre que le fait de dire que c'est le meilleur chiffre d'affaires par rapport à leur année de référence sur ce poste-là qui était 2017-2018. Chiffre d'affaires bar, chiffre d'affaires restauration, respectivement de plus de 51 000 € et 342 000 €. Là, en fait, qui sont effectivement inférieurs aux années de référence. Le chiffre d'affaires total sur ces postes-là était de 777 000 € 197. Et en fait, depuis l'existence du casino, il n'y a que 3 années où en fait, le million a été dépassé hors jeu, sur ces pôles hors jeu. Les associations salisiennes, donc 2158 € ont été attribués, vous avez le détail. En page, je ne sais plus lequel, mais le détail a été donné. Le chiffre d'affaires total net s'élève à 2264 589 €. Le résultat net, lui, est négatif de 514 223 €. Évidemment, logiquement, il est multiplié, ce chiffre d'affaires total est multiplié par 2 par rapport à l'exercice précédent. Voilà. Je peux dire de plus, pas grand-chose. Est-ce que vous avez des questions peut-être? Monsieur Lény. Juste une question sur travaux et entretien. J'ai vu que c'est page 41 et 42. Donc, le bâtiment, je dirais à l'extérieur comme à l'intérieur, aurait peut-être besoin d'un rafraîchissement. Je voudrais savoir quelle est la part qui revient à la commune et quelle est la part qui revient au délégataire. Alors, à notre charge, ce sont les gros travaux, mais je ne saurais pas précisément ce qu'on entend par gros travaux. Et à la charge du délégataire, c'est tout ce qui est entretien et réparation. Là, je vous rejoins, c'est exactement ce qui est marqué. Alors, par exemple, les peintures à l'extérieur, les boiseries autres. La boiserie, c'est à eux, normalement. Et donc, est-ce qu'on a un levier? Est-ce qu'on fait quelque chose? C'est pas dans le meilleur étage de l'aujourd'hui? Moi, je suis en contact avec Madame Follin, sur lequel ils ont l'intention de faire des travaux, donc on va les pousser à faire les travaux, notamment sur tout ce qui est toiture côté derrière. Voilà, on parle la même. Ça, ce serait bien que ça figure, par exemple, dans
rapport par rapport. Oui, non, mais c'est un rapport de 2021. Oui, mais enfin, bon, l'état des bâtiments date de cette année. Voilà. Et donc la commune envisage, il n'y a pas de gros œuvres, de gros travaux qui est prévu par la commune sur le thème. Non, nous on va s'occuper, puisque vous l'avez vu, on va en parler avec votre question tout à l'heure, donc le cheminement, ça fait partie de l'embellissement qu'on a fait. Donc le cheminement qui a été fait du jardin public jusqu'en bas des escaliers, en attendant de voir pour le jardin, pour le parking, fait partie des investissements de la commune. Et a priori, un travail de normes aussi, la mise aux normes, ça leur revient. Vous êtes aux normes à l'intérieur? À l'intérieur, c'est bon. Simplement aussi un petit complément, parce que vous nous aviez interrogé lors du dernier conseil municipal sur un chiffre qui était non précisé dans les associations où il y avait 2000 attribués conformément à la cahier des charges. Et sur cette année, on retrouve le chiffre de 2465 € sans précision sur le type d'association. Et en fait, c'est la part annuelle qui est reversée au CCAS. Il y a quelques années, il est versé à toutes plein d'associations salisiennes, notamment les Salis à peindre, la Jurade du sel, peut-être, parce que moi j'en ai bénéficié comme j'étais président. Le comité des fêtes, c'était 4 ou 5 associations, ça a disparu complètement du jour au lendemain. Non, oui, pas de montant. On n'a pas les montants. Les montants ont été diminués fortement. Mais voilà. Bon, pas d'autres questions? Donc c'était un rapport, donc ça ne se vote pas. Point numéro 17, rapport annuel 2022 du délégataire de l'ASSO, Monsieur Dupuy. Monsieur le maire rappelle que, conformément au décret numéro 2005-236 du 14 mars 2005 et à l'article L 1411-3 du Code général des collectivités territoriales, le délégataire produit chaque année à l'autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation du service public et une analyse de la qualité de service. Ce rapport est assorti d'une annexe permettant à l'autorité délégante d'apprécier les conditions d'exécution du service public. Dès la communication de ce rapport, son examen est mis à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de l'Assemblée délibérante qui en prend acte. Donc, vous avez reçu en pièce jointe de la convocation du conseil municipal le rapport annuel. Si vous avez des questions. Oui. Oui, donc déjà, merci parce que c'est la première fois qu'on a un rapport de ce type et aussi complet. Je regrette simplement que... Juste, M. Benigui, ça n'a pas été facile à avoir. C'est pour ça que on peut dire merci au service administratif d'avoir insisté. Donc c'était intéressant. Puisqu'on l'a tous lu, je vais permettre quelques remarques. Je regrette juste que le délégataire ne soit pas présent, parce qu'il aurait pu répondre à certaines questions, mais je vais quand même les soumettre à l'Assemblée. Donc je vais le prendre dans l'ordre. Si vous voulez, je peux même vous indiquer les numéros de page pour les secrétaires. Et dans l'essentiel de l'année, page 7, on peut noter que il y a 3847 mètres linéaires qui sont hydrocurés, donc c'est à titre préventif, ça c'est bien précisé, page 41. Alors que l'année dernière, il y avait 1115 mètres linéaires. Enfin, quand je dis l'année dernière, on compare 22 et 21. Vous êtes d'accord? Donc là, j'aurais voulu savoir pourquoi tout d'un coup, on a multiplié par 3 la quantité hydrocurée. Après, on peut noter que la station donc, rejette 367 056 mètres cubes épurés, dont 50% non conformes. Ça veut dire qu'on a rejeté 188 528 mètres cubes non conformes dans le Salais. Oui. Non. Les prélèvements qui ont été faits, 50% des prélèvements qui ont été faits sont non conformes. Ça ne veut pas dire que 50% des eaux restituées au milieu naturel sont non conformes tout au long de l'année. On est peut-être mal tombé. Mais Voilà, peut-être mal tombé, on ne sait pas quand. Vous savez, l'additif de chloroféique, on ne sait pas quand il est tombé en panne. On ne sait pas quand. Ça, on ne sait pas.
parce qu'il y a un problème de coagulation. Donc si on fait, je prends juste cette hypothèse, après on peut réduire, mais juste pour donner une idée, donc 180 528 à raison de 2500 mètres cubes pour une piscine olympique, ça veut dire qu'on a rejeté l'équivalent de plus de 75 piscines olympiques dans le Salès en 2022. Après, on peut noter que, non conforme. Il faut s'imaginer le volume. Il ne faut pas pêcher en aval de la station. Quantité de boue évacuée, donc en tonnes de matière sèche, on a 23 tonnes en 2022, comparativement à 5 tonnes 9 en 2021. Donc pourquoi on a cet accroissement de 291% de matière, de tonnes de matière sèche? Alors, sur ça, je peux vous répondre parce que il s'avère qu'on a enfin attaqué les études du schéma directeur d'assainissement. Cette étude commence par une phase de diagnostic et d'analyse des existants. Donc j'ai pu faire la visite de la station avec le prestataire que l'on a retenu, qui est le bureau d'études de 2AE Environnement. Et on a fait la visite, du coup, en faisant la visite avec lui, c'est vrai qu'on comprend un peu mieux les choses et on voit un peu mieux le problème. Faut savoir que des boues, il y en a de façon très excédentaire dans la station. Aujourd'hui, tout le fond de la fosse là est plein. Et après, le nombre de tonnes que l'on évacue, c'est simplement le nombre de fois où on va recharger le camion. Mais aujourd'hui, s'il voulait y aller tous les 2 jours, il pourrait y aller tous les 2 jours. Hein. Donc, il y en aurait beaucoup plus à évacuer. Ça, j'en conviens. Donc, après, dans les principaux travaux, on peut noter qu'il y a un dégrilleur qui a été remplacé en entrée de station par un tamis rotatif au printemps 2022. Donc là, j'aurais tendance à dire pourquoi. Est-ce qu'on a observé une amélioration? Parce qu'on se rend compte qu'après, on intervient régulièrement. Il y a un défaut d'isolement du pont racleur également. Donc, avec conséquence, c'est quoi? C'est qu'il ne tourne pas. C'est pas fonctionnel. Le pont racleur, c'est. Peut-être pour entendre des personnes. Ceux qui tournent. Voilà. Après, page 11, on a les différents avenants. Donc, le dernier avenant, l'avenant numéro 7, alors il n'est pas complet. Il n'est pas complet. Donc, a priori, c'est un avenant qui porte sur un investissement. Ce dernier avenant, si je me souviens, un entretien avec le précédent maire, il y avait, on signait un avenant avec la SOR, avec la charge pour eux de remplacer le pont racleur. Est-ce que je me trompe? Oui, c'est ça. Donc ce pont racleur, c'est bien ça. Donc on a prolongé en fait la délégation à la SOR, et ils avaient pour charge de nous mettre un pont racleur fonctionnel. Or on s'aperçoit que sur l'année passée, 2022, qu'est-ce qui tombe le plus souvent en panne? Le pont racleur. Donc il y a eu plus d'interventions. Donc normalement, on devrait pouvoir exiger quelque chose de notre délégataire. Donc j'aimerais que cet avenant numéro 7, en tout cas il faut faire remonter ça à M. Bonnier, soit complété. Après je vais noter 2 conventions de déversement. Alors parfois il y a un, parfois il y a 2. Bon, les termes, j'en conviens. Donc est-ce que Marichou, c'est vraiment le deuxième déversement dans l'année? Je crois que Marichou avait cessé son activité. C'est quoi le deuxième point de déversement? Oui, les conventions de l'apparaître, effectivement, c'est la société Marichou. Peut-être qu'il n'est plus la date d'effet, c'est marqué juin 2006. Donc, effectivement, depuis juin 2006, ça a peut-être évolué, peut-être qu'il n'existe plus, mais ça veut dire que c'est pas à jour. Cette convention, elle n'a jamais été supprimée, mais peut-être qu'il faut la supprimer. On va revoir. Après, donc, page 20, on mentionne le REUT. Vous savez, le fameux REUT, c'est la réutilisation des eaux usées traitées. Donc, on parle beaucoup ailleurs, pour arroser, pourquoi pas des golfs. Donc là, ça liste aujourd'hui rien, mais j'imagine que ce sera retenu dans le prochain plan. Après, page 24, la connaissance du réseau. Alors, toutes les informations détaillées, on les a à page 65. Alors, matériaux, il y a 27,58% des matériaux qui sont en autres matériaux. Et il y a 46% du réseau qui est en diamètre inconnu, presque la moitié. Donc en gros, on ne connaît pas la matière pour un tiers des tuyaux des canalisations, c'est bien ça. Et on ne connaît pas le diamètre des canalisations pour la moitié. C'est ça. C'est bien ça.
Donc ça, c'est pas la station, ça c'est le réseau. Donc on parle toujours de la station, mais il faut quand même insister sur on a un réseau qui n'est pas bon. C'est pour ça là aussi que le schéma directeur d'assainissement, et ça on l'avait bien stipulé dans le cahier des charges, et c'est le cas, il comprend une phase de diagnostic et d'études sur l'ensemble du réseau, avec l'objectif de cartographier l'intégralité du réseau, avec effectivement des passages caméras dans tous les réseaux pour savoir, pour affiner tout ce truc-là. Il y a même des réseaux aujourd'hui qui sont existants et qui n'apparaissent pas sur les plans de la Sorge. J'en ai vu plusieurs. Donc, après, si vous voulez, donc, je saute à la page 38, je reviendrai après, mais ce qu'il faut savoir, c'est que chaque usager, donc la Salis, paye 30 € hors taxe sur la base d'une facture de 120 mètres cubes. Si on ne fait pas 120 mètres cubes, on paye plus ou moins, à la modernisation des travaux, pour l'agence de l'eau. Donc on paye tous 30 €, et en fait, on ne modernise rien. Parce que ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a aucune canalisation, aucun mètre linéaire de canalisation qui n'a été renouvelé depuis les informations que j'ai, c'est 2018. Donc ça fait 6 ans qu'on n'a rien renouvelé, ça fait 6 ans qu'on dit qu'on ne connaît pas les matériaux et on ne connaît pas les liens. Mais en même temps, on ne change pas ces canalisations. Donc après, on note, je reviens à la page 29, que la consommation électrique, et c'est important dans le budget, elle a augmenté de 15%. Alors que les volumes à traiter restent identiques. Quand on fouille un peu, on se rend compte que c'est dû au bassin qui est à la tannerie. Est-ce qu'on sait pourquoi on a une telle augmentation? Le bassin de la tannerie, non. Je crois pas. Quand vous consultez, quand on consulte, je peux vous donner la page, il y a ça. Si je ne dis pas de... C'est à la tannerie. Si, la tannerie c'est comme bassin de rétention, c'est pour ça qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait de consommation électrique. Par contre, c'est peut-être rattaché. Regardez les annexes, c'est ce qui a indiqué. De mémoire, le dernier poste de refoulement qui avait été fait depuis 2018, c'est le WER. Page 66, consommation accrue sur le bassin tampon de la place de la tannerie. Regardez, c'est page 66. Les bouts, donc c'est ce que vous avez dit, en fait, on a une augmentation de 370% de production de bouts et 391% d'évacuation. En fait, c'est parce qu'on commence à s'en occuper, on en avait tout le temps avant. Donc, on a reçu une lettre de la DDTM, la commune a reçu une lettre de la DDTM, c'est page 34 et 35. Donc, ce que je voudrais, c'est que risque la commune. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce que risque la commune, puisqu'on est en conformité depuis des années. Est-ce que c'est une amende ou qu'est-ce qu'on risque? À ce jour, on ne risque rien parce qu'on est en discussion avec eux et qui nous accompagnent sur le schéma directeur d'assainissement, qui sont là aux réunions, qui savent notre volonté de faire et qui nous accompagnent dans le financement de cette étude. Donc on est complètement transparent vis-à-vis d'eux. Donc je pense qu'ils sont conscients de notre bonne volonté, mais ils savent comme les autres que pour faire une étude correctement, il faut du temps, que les procédures sont longues. Ils savent qu'on a eu ce gros écart suite aux inondations de 2018 qui nous a fait détourner un peu notre attention de ce sujet-là, qui aurait dû être anticipé plutôt dans les années 2018-2020, mais avec les inondations, on l'a décalé à 2022-2024. Ils sont conscients de tout ça et ils travaillent avec nous. Enfin, on les voit régulièrement et c'est le discours qu'on leur fait et ils l'entendent complètement. Tout à fait. En 2021, j'ai pris l'engagement de lancer un SDA. Je disais de nous laisser un petit peu de temps pour finir, régler tout ce qui était la suite des inondations, le programme ainsi de suite. Et à partir de là, on avait dit qu'en 2022, on allait lancer notre SDA. On l'a lancé, on y est dessus. C'est pour ça qu'ils nous envoient ce courrier pour nous rappeler toujours, c'est dans le suivi. C'est de l'administration, ils sont dans le suivi tout simplement. Mais c'est pas loin. Comme dit Arnaud, on a 4 ans à partir du signalement de la non-conformité. Mais la non-conformité, elle date d'il y a quelques années. Donc, ils ont compris les problèmes, la problématique de Salis. À un moment donné, on ne peut pas traiter
des stations, des traitements de boue, de ceci, de cela, quand on a des inondations en 2018 telles qu'elles ont été. Donc il y a eu un calendrier qui a été établi, on l'a confirmé quand on a été élu, on s'est engagé, on respecte notre engagement. C'est pour ça qu'on est serein globalement en disant, mais eux ils nous avertissent, ils font leur travail, ça fait partie des choses, mais ils savent qu'on y travaille dessus. Après, je suis désolé, j'aurais bien aimé que le délégataire soit présent, mais page 39, on note un chiffre d'affaires de 395 795 euros TTC, près de 400 000 euros quand même, pour un système qui est non conforme. Et on s'aperçoit, donc ça c'est hors travaux. Ça c'est hors travaux, et donc c'est quand même encaissé par notre délégataire, avec une maintenance, on le voit dans les chiffres, page 41-42, qui est inférieure en 2022 par rapport à 2021. Je trouve que ça fait quand même une somme pour quelqu'un qui ne fait pas son travail. Donc après page 44, donc, ce qui est suggéré par la SOR, c'est de mettre un pré-dégrilleur. Donc on avait un dégrilleur qu'on a enlevé, qu'on a remplacé par un dernier rotatif. Donc, maintenant, on dit tiens, on va mettre un pré-dégrilleur. On met une grille encore plus grosse, voire en broyant pour éviter d'envoyer trop de saleté. Bon, ce qu'il faut savoir, ce que tout le monde sait, c'est qu'il n'y a pas une dissociation complète entre les réseaux d'eau pluviale et d'eau usée. Donc on traite des volumes trop importants au niveau de la station. Donc c'est une charge, donc c'est des consommations électriques, etc. On note aussi une augmentation de 74% sur la sous-traitance, matière et fourniture. Alors ça, je trouve ça 74%. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais j'aurais bien aimé leur poser la question. Enfin, donc, tout à l'heure on évoquait les deux déversements. Donc, en fait, ces 2 points, c'est les consommateurs, les consommations sont données par tranche. Donc il y a 2 consommations à plus de 6000 m3 par an. Donc il y en a un, c'est les termes, et le deuxième, je m'interroge quand même, j'aimerais bien avoir la réponse, qui rejette plus de 6000 m3 d'eau usée. Et donc il y a une liste de 76, donc j'imagine que ce sont des professionnels, peut-être certainement des agriculteurs. Donc est-ce qu'il est possible, sur le réseau supérieur à vu les volumes, est-ce qu'il est possible d'avoir, c'est une question à l'adresse du délégataire, est-ce qu'il est possible d'avoir la liste de ces 76 et la liste de ces 2 après, donc page 76, donc ça c'est assez comique également. Donc, il y a un tableau dans lequel ils doivent indiquer les performances. Et donc, si vous regardez page 67 dans la partie C, mise en œuvre, il y a la mise en œuvre d'un plan pluriannuel. On met oui, et l'année précédente, il y a marqué plan pluriannuel, on met non. Donc, je m'étonne quand même de savoir comment on peut suivre un plan pluriannuel, on n'a pas mis. Donc, ils sont vraiment très forts, et le tout pour 400 000 euros. Voilà. Enfin, j'aurais bien aimé avoir, donc ce serait bien que le délégataire soit présent, mais encore une fois, on a un rapport sur lequel on pourra discuter la prochaine fois. Monsieur Benegui, toutes ces questions, on va les transmettre. C'est bien pour ça que j'ai voté, je vous remercie. Il y a quand même quelques réflexions qui sont intéressantes, qu'on peut voir. On va attendre toutes les réponses. Après, il y en a d'autres qui vont faire écho au diagnostic qu'est en train de faire 2AE. Et parce que moi aussi, lors de la visite avec 2AE, il y a quand même des choses qui m'ont vraiment interpellé. C'est surtout par rapport à l'avenant où je m'interroge, puisque vous avez compris qu'on leur prolongeait la délégation. Oui, tout à fait. Quand même. Ça, c'est le. Non, mais il y a cette notion d'avenant qui est importante. Bravo. Donc il n'y a pas de vote, mais il y a une prise d'acte. Si, on prend acte. Non, il n'y a pas de vote. Monsieur Benegui, pour des questions administratives, est-ce que vous pouvez nous envoyer toutes ces questions? Vous les avez écrites ou pas? Bon, si vous les avez écrites, sinon vous les envoie pour vérifier qu'on est bien. Vous nous les envoyez, bon, vous savez à qui. Merci. Concernant le... Oui, vas-y. On passe au point 18, donc le RPQS 2022. Monsieur le maire rappelle que le Code général des collectivités territoriales impose par son article L 2224-5 la réalisation d'un rapport annuel sur le prix de la qualité du service
RPQS d'assainissement collectif. Ce rapport doit être présenté à l'Assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné et faire l'objet d'une délibération. En application de l'article D 2224-7 du CGCT, le présent rapport et sa délibération seront transmis dans un délai de 15 jours par voie électronique au préfet et au système d'information prévu à l'article L 213-2 du Code de l'environnement. Le CISPA. Ce CISPA correspond à l'Observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement. Le RPQS doit contenir à minima les indicateurs décrits en annexes 5 et 6 du CGCT. Ces indicateurs doivent en outre être saisis par voie électronique dans le CISPA dans ce même délai de 15 jours. Le présent rapport est public et permet d'informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne sur le site de l'Observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement. Monsieur le maire propose d'approuver le rapport sur le prix de la qualité de service public d'assainissement collectif afin qu'il puisse le transmettre aux services préfectoraux et le mettre en ligne avec la délibération sur le site concerné, et de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le CISPA. Est-ce que vous avez des questions? Juste un commentaire pour dire que là encore, le RPQS est remarquable par rapport à celui qu'on avait, et il est complet. Donc je crois que c'est bon de temps en temps de porter un message, comme ça il y a des réactions. Donc là, le rapport est effectivement complet. On ne peut que s'incliner, même si les indicateurs ne sont pas là. Merci. L'approuver, il faut l'approuver celui-là. Oui, celui-là, il faut l'approuver, pardon, excusez-moi. Donc, je vais vous demander de passer au vote. Donc, qui est contre l'approuver? Qui s'abstient? Merci. Merci. Point numéro 19. RPQS 2022 du SIAP du Salaisie des Gaves. Monsieur François Minard. Merci, monsieur le maire. Monsieur le maire rappelle que le délégaté a produit chaque année à l'autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service et une analyse de la qualité de ce service. Ce rapport est assorti d'une annexe permettant à l'autorité délégante d'apprécier les conditions d'exécution du service public. Dès la communication de ce rapport, son examen est mis à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de l'Assemblée délibérante qui en prend acte. Le rapport établi par le SIAP du Salais et des Gaves et la note de l'Agence de l'eau Adour-Garonne sont joints en annexe. Avez-vous des questions? Monsieur Denis. Oui, juste, donc, j'ai le privilège de faire partie du CEP, donc j'ai voté contre ce rapport. Ouais. J'étais le seul d'ailleurs. Alors, je peux m'expliquer pourquoi. C'est que le rapport nous a été envoyé, c'est le même. Le rapport n'est pas complet. Ouais. Moi, je ne vois pas comment je peux voter un rapport complet. Voilà, je ne vote pas dans mon acte. Je souligne qu'il y a une table de matière. Ouais. Vous voyez, donc ça finit à la page 116. Mais en fait, le document qui nous est remis s'arrête à la page 43. Ouais. Donc il manque 80 pages, avec notamment tous les résultats bactériaux, tous les résultats physico-chimiques. Alors on prend les conclusions, on dit on a une autre très bonne qualité, bon, on est content. On sait qu'on n'avance pas tellement parce que je crois que maintenant tout le monde prend conscience de l'importance de l'eau, certainement plus que nos premières réunions, donc c'est bien. Mais l'eau est un bien précieux, donc il faut qu'on fasse quelque chose et je souhaite qu'on ait la même approche pour l'eau au niveau syndicat que celle qu'on a aujourd'hui pour l'assainissement. Je pense que monsieur le premier vice-président du syndicat a pris bonne note. Je ne suis pas le premier vice-président. J'ai pris bonne note. Merci monsieur Salier. Bon, il n'y a pas de vote pour ce rapport. Si. Ouais. Pardon. Non. Si. Si. Ah bon, bah on vote alors. Voilà. Qui est contre? Donc je voterai contre puisque le rapport n'est pas complet. Un contre. Qui s'abstient? 2. Madame Récapé, monsieur 3, monsieur Lala, monsieur Morel.
Et Madame Bernard. Voilà, je vous remercie. Si vous permettez un commentaire, je trouve quand même tout à fait remarquable qu'on arrive à trouver un rapport qui n'est pas complet. Je ne cesserai de le dire. Mais bon, d'approuver quelque chose qu'on n'a pas lu, qu'on ne peut pas lire, ça me paraît intéressant. Oui. Merci. Donc, point suivant, informations et questions diverses. Donc, une information, vous allez voir prochainement des travaux qui vont se faire au niveau du parking Graner concernant les WC publics. Nous avons passé commande d'un WC public avec deux lieux fermés, plus 2 urinoirs avec un lavabo en extérieur. Les travaux devraient commencer d'ici la fin du mois, voire peut-être début octobre, mi-octobre. Donc il y aura des toilettes automatiques, nettoyage automatique avec tout ce qu'il faut au niveau du dernier cri en termes de sanitaire. Voilà. L'Algeco est enlevé. Oui, et l'Algeco a été enlevé ce matin. Cet après-midi. Aujourd'hui, il est arrivé ce matin, donc ils l'ont enlevé cet après-midi. Voilà, donc il n'y a plus d'Algeco au fond du parking du Graner. Donc, question de M. Benigui. Première question concernant le financement du jardin public et choix de la statue. Monsieur le maire, nous pouvons noter que les travaux du jardin public sont maintenant quasi achevés. Pourriez-vous nous préciser le montant final des travaux engagés, nous rappeler le montage du financement de ces travaux, emprunt et subvention. Enfin, pourriez-vous présenter comment vous allez prendre la décision pour le choix de la statue? Alors, déjà, pour être très simple, on ne va pas parler de statue, on va parler d'œuvre. Parce qu'on ne sait pas si ce sera une statue, on ne sait pas si ce sera plusieurs choses à la fois, on ne sait pas du tout. Donc, ça, je vais vous en parler après. Première chose, donc le plan de financement suite à votre demande. Donc au niveau des travaux, ils sont quasiment achevés, c'est pas tout à fait, il manque toutes les plantations qui vont se faire la dernière semaine du mois de novembre, puisque nous allons planter quelques 145 arbres et une 70 à peu près végétaux, avec des rampants qui vont harmoniser tout ce parterre. Donc, le financement. Budget total 1 28 289 62. Dans les dépenses, VRD 489 730 25. Espace vert 200 258 59. Éclairage public 59 077. Ce qui fait un sous-total de travaux de 749 065 84. Fourniture de pierre 169 840. Ce qui fait un total de travaux à 918 905 84. Là-dedans, il y a le jardin public plus le cheminement. Prestations intellectuelles, c'est-à-dire maître d'œuvre, les bureaux d'études, de contrôle, tout ce qu'il faut, 102 535 78. Et autres dépenses, les bancs, les pierres et provisions, on a mis des provisions pour aléas, pour 6 848, ce qui fait bien un total de financement à 1 28 289 62. Donc, ensuite, concernant les recettes, je ferai le commentaire après, je vous annonce le chiffre et je ferai les commentaires après. État, DETR, 225 000 euros. Agence de l'eau, gestion des eaux pluviales, 229 156. Fonds vert, 93 362. Département, 105 000. Autofinancement, 395 771 62. Pour un total de 1 28 289,62. Donc, dans les commentaires, je vous rappelle, vous avez pu entendre qu'il n'y a aucun emprunt demandé, comme on s'était engagé, puisque nous avons de quoi faire, on sait qu'on peut travailler avec ça sans emprunt. Nous avons travaillé pour l'obtention de subventions, et notamment avec l'agence de l'eau. En effet, ces aides sont obtenues du fait que nous ayons choisi de désimperméabiliser les sols par l'utilisation de matériaux drainants alliant végétal, notamment sur le revêtement de sol urbanique, et nous avons aussi augmenté les surfaces d'espaces verts. La part d'autofinancement, donc c'est la part payée par la commune, ne représente que 38,48% du budget total, et nous avons, grâce à un travail de tous les instants, réussi à avoir
61,52% de subvention. À l'heure actuelle, ça plafonne nettement en dessous. Donc le travail qui était fait, aller chercher des matériaux drainants, ce n'est pas innocent. Soit un total de subvention pour 632 518 €. Je tiens à remercier quand même les directions des services administratifs et techniques de m'avoir aidé dans le bouclage complet de ce dossier. Parce qu'aller chercher des subventions, ça paraît facile, mais si on ne se bat pas, on n'y arrive pas. Donc on est arrivé à faire bouger tout ce monde, et voilà pourquoi on arrive à un total de 632 518 € de subvention. Voilà un dossier qui ne coûte pas aussi cher que certains veulent nous le dire, ou le faire croire à la population. Donc on est très loin des montants annoncés. Je rappelle que le jardin public aura coûté que 395 771 à la collectivité. Donc concernant la deuxième partie de votre question, M. Benigni, concernant la statue, j'avais dit que je voulais parler d'œuvres, nous allons préparer prochainement un cahier des charges, et d'ailleurs j'en profite, pour voir qui est volontaire pour participer à cette élaboration. Donc j'attends des volontaires pour participer, comme ça on pourra convoquer un travail. Monsieur le Domer, je réponds directement à votre question de tout à l'heure sur les subventions. Ça, c'est autre chose. Là, c'est pour parler d'un cahier des charges. Donc, moi, je demande des volontaires. Et ne dites pas qu'on ne nous a pas associés après. Alors, qui veut faire partie de ce groupe de travail? Monsieur Benegui? Alors, attendez, on va faire dans l'ordre. Monsieur Benegui. Monsieur Omnes. Monsieur de Prémorel. Monsieur Morlas, Madame Sariquet. Oh, qu'on ne soit pas trop, quand même, parce qu'on va plus s'en sortir. Quoi. Alors, Monsieur Salier. Ah, pardon, excusez-moi. J'ai mes lunettes, c'est pour voir de près. Alors, Monsieur Domer. Ensuite. Madame Anglo. Evelyne, tout à fait. Bon, et là, je pense 2, 4, 6, 8. Avec deux autres, bon, moi, j'y serai dedans, automatiquement. On peut faire deux autres, pas plus. Moi, je veux bien. C'est bon, bon, Isabelle Antier. C'est Chalet aussi. Vous voyez lancer? C'est non, mais c'est bon, mais si on veut. C'est bon, il faudra venir, hein. J'ai dit ça. Il faudra venir. Non, mais. Non, c'est pas pour faire un chiffre, c'est pour. Vraiment, on veut s'engager, on veut faire vraiment quelque chose. Quoi. Justement, toi, Eric. Oui. Et monsieur Sali. Donc, merci, on vous convoquera rapidement, vers la fin septembre, début octobre, pour pouvoir commencer à travailler sur ce cahier des charges. Ça, c'était la première question. Deuxième question. Arrêté municipal 2023 06 15 182 T. Monsieur le maire, vous avez pris un arrêté municipal le 15 janvier 2023 pour fermer le local occupé par le collectif Roue Libre pour grave manquement aux règles de sécurité. Ce local était antérieurement occupé par d'autres associations. Quels sont les nouveaux facteurs qui ont changé la situation? D'autres locaux sont-ils dans le même cas de figure sur la commune? Pourriez-vous préciser la nature des aménagements et les travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution, information qui devrait figurer dans l'arrêté de fermeture, article R123-52 du Code de la construction et de l'habitation. Donc, la réponse. Alors, je vais relater tout ce qui s'est passé. Désolé, on va expliquer le pourquoi de la chose. Le 15 juin dernier, suite à l'entrevue et conseil des organes de sécurité concernant les ERP, j'ai effectivement pris, après conseil, un arrêté de fermeture à l'encontre du collectif Roue Libre pour le local situé 2 rue Pont-Neuf en raison de graves manquements aux règles de sécurité. Ce local, qui est un garage au sens de l'administration fiscale, déjà, était auparavant occupé par l'association Salis à Peindre et avait principalement une fonction de stockage. Donc, pas de lieu de rendez-vous et occasionnellement servait juste de peinture. Mais ne recevait pas de public comme cela est le cas avec le collectif. Depuis la fin de l'année 2022, le collectif occupait le local et organisait des manifestations et activités ponctuelles ou récurrentes, cantine populaire tous les jeudis, ce qui était quelque chose de bien,
Et c'est par voie de presse et via les réseaux sociaux que la commune a eu connaissance de ces activités. Article de presse du 22 novembre 2022, ouverture d'un café associatif. Le 6 janvier 2023, nos services les informent par courrier qu'il convenait de déposer un dossier relatif à la sécurité et à l'accessibilité du local, courrier auquel il nous a été répondu que le local est privé et est ouvert uniquement aux adhérents. Le problème, c'est qu'à partir du moment où des invitations sont lancées via presse et réseau, il ne convient plus de parler de local réservé aux membres mais ouvert à tous. Donc, ERP. Le 2 février 2023, 2 membres du collectif étaient reçus par le service urbanisme afin de leur exposer les règles en matière d'ERP et leur préciser que, bien que privé, un lieu accueillant du public, que ce soit librement, en entrée payante ou sur invitation, est considéré comme un ERP. Ce même jour, il aura été remis les dossiers à compléter et à remettre en mairie pour l'instruction par les services de l'État compétents en la matière. Donc, je me rappelle bien, c'était le 2 février. Nous avons constaté au fil des semaines suivantes que les activités continuaient, parfois même en débordant sur la voie publique, même tardivement, après 20 heures, et que nous n'avions pas toujours été destinataires des dossiers demandés. Donc, devant les non-réponses, nous avons donc provoqué une réunion en mairie le 1er juin 2023 avec le propriétaire de l'immeuble hébergeant le collectif, 2 représentants du collectif dont leur architecte, le commandant bellois qui est le responsable de service de sécurité de la prévention du SDIS 64. Le collectif a présenté un dossier pour régulariser sa situation, dossier complètement incomplet. Les indications nécessaires pour le compléter leur ont été fournies par le commandant et il leur a été demandé une remise rapide en mairie, demande à laquelle le collectif s'est engagé à répondre sous moins de 8 jours. Bon, je leur avais donné 10-12 jours, ils ont dit maintenant sous 8 jours on vous répond, même moins. Ce même jour, une visite sur site a permis de constater, donc il y avait le commandant bellois qui s'est déplacé, les manquements aux règles de sécurité élémentaires. Plafond recouvert d'un isolant en mousse polyurane sans protection. Voilage suspendu au contact d'appareils d'éclairage électrique. Stockage de plaques de bois servant d'estrade. Installation électrique complètement obsolète. Présence de multiprises en redondance. Ça faisait un chapelet de multiprises. Présence d'appareils de cuisson, de gaz. Et absence d'extincteur et d'alarme. À noter aussi, pas de point d'eau dans un local où sont servis des repas. Je vous laisse voir l'hygiène. Le compte rendu de cette réunion a été rédigé par le commandant bellois, reprenant ce qui avait été dit lors de la rencontre du 1er juin, et notamment les mesures à prendre, a été transmis au collectif. Au 15 juin, soit 15 jours après, aucun dossier n'avait été déposé. Donc, je me suis rapproché des organes juridiques et principaux, et qui m'ont tous conseillé fortement de faire fermer. Voilà pourquoi j'ai pris la décision. Pas de respect des engagements donnés par les 3 personnes qui s'étaient engagées. L'arrêté précise que la fermeture est effective jusqu'à ce que les garanties de sécurité exigées par réglementation soient satisfaites. En effet, les travaux de mise de sécurité à prévoir étant relativement importants, et surtout le collectif nous ayant précisé que leurs moyens financiers étaient restreints, ce qu'ils nous avaient dit, ces derniers ont fait appel aux dons et aux bénévolats, ce qu'on a pu voir par voie de presse. Il eût été difficile pour moi de leur imposer une date, même avec leur accord, date qui aurait certainement pas pu être respectée. Donc, au départ, ils voulaient qu'on leur donne une date. Je n'ai pas voulu leur donner de date parce que, problème financier, faire tous les travaux, ça serait très compliqué. Et vu comment, pour avoir des papiers, il a fallu attendre pratiquement 6 mois, ils n'allaient pas rien respecter. Donc, j'ai vraiment voulu les protéger, ou plutôt mettre une date et laisser le temps libre. D'autre part, je tiens à préciser que le collectif Roue Libre n'a pas été le seul à subir une telle fermeture. En effet, un commerce de bouche qui avait ouvert sans autorisation s'est vu recevoir une fermeture jusqu'à sa régularisation, ce qui est maintenant fait et le commerce fonctionne depuis sans aucun souci. Voilà, on est à l'affût de tout ce qui bouge, tout ce qui peut être dangereux, il faut faire des déclarations. Enfin, je rappelle que, outre les propriétaires et occupants, la responsabilité de la commune est engagée en cas d'accident. Et malheureusement, le dramatique événement de cet été en Alsace est là pour nous le rappeler, avec 11 morts.
lieu où les travaux avaient été exécutés, mais l'ouverture avait été faite sans autorisation, car la commission de sécurité n'avait pas donné son avis, car pas convoqué. Pour moi, on ne joue pas avec la sécurité des personnes. Voilà pourquoi l'arrêté est tout à fait justifié. Et j'aurais dû, suivant les conseils des gens, le faire dès qu'on s'est rendu compte de cette ouverture sans aucun document. J'étais trop gentil. Je le concède, je leur fais confiance, voilà. Donc, c'est à eux à faire le nécessaire. Ensuite, vous me posez une question, parce que je vais répondre à tout. Hein. Il existe d'autres locaux, sont-ils dans le même cas de figure sur la commune? Oui. Mais le problème, c'est que ces locaux qui sont actuellement en circulation et utilisés ont déjà eu les autorisations à une époque. Donc l'autorisation court. Par contre, dès qu'il y a des travaux à faire, la commune les fait. Alors, et à partir de ce moment, maintenant, dès qu'il y a des nouveautés, des changements d'activité, on fait le nécessaire pour demander tous les documents pour que tout le monde soit dans la légalité. On ne joue pas avec la sécurité des personnes et il est hors de question que j'engage ma responsabilité en tant que maire. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, la maire de la ville en Alsace, elle est très très embêtée. Voilà. Ça, c'était le point numéro 2. Je comprends bien, en fait, dès lors qu'une autorisation a été donnée, si la réglementation évolue en termes de sécurité, une commune ou un organe public ne peut pas... C'est qu'il n'y a pas de changement, donc cette activité, elle a été déclarée avec un objet à l'époque, c'est satisfaisant. Après, s'il y a de l'évolution, ça, s'ils ne nous le disent pas, ils ne demandent pas à avoir, on ne fait pas de modification. On serait amené à faire une étude complète. Donc, il y a certains endroits, hein, M. Benegui, vous en connaissez un bien, là aussi, il y a tout ce qu'il faut logiquement, mais ensuite s'il faut demander, là, aujourd'hui, cet endroit ne serait pas bon à traiter aujourd'hui. C'est pour ça qu'on travaille de façon différente. Voilà. Question numéro 3. Brûlé de roues motorisées. Monsieur le maire, de nombreux administrés salisiens se plaignent des nuisances sonores générées par les deux roues à moteur. Pour contribuer à la tranquillité de beaucoup, vous avez la possibilité d'exercer votre pouvoir de police en interdisant notamment l'accès à certaines voies ou secteurs de la commune ou en soumettant certains de ces secteurs à des prescriptions particulières, conditions d'horaire et accès, niveau sonore admissible, activité s'exerçant sur la voie publique. Donc c'est l'article L 22.13-4 du Code général des collectivités territoriales. Qu'en pensez-vous? Donc je vais laisser la parole à M. Minard qui va vous répondre. Merci monsieur. Merci monsieur pour cette question. Néanmoins, nous étions au courant depuis plusieurs mois des nuisances sonores occasionnées par les deux roues à moteur. De nombreux riverains et voisins de ces artères sont venus nous voir pour se plaindre. À la suite de ces informations qui datent de quelques mois, nous avons sensibilisé les services de police et de gendarmerie pour qu'ils mettent en application les articles R318-3, alinéas 1, 5 et 7 du Code de la route, ainsi que l'arrêté ministériel du 18 juillet 1985. Ces textes prévoient et répriment l'absence ou l'inefficacité de dispositifs d'échappement silencieux, bruit de moteur. Cela est réprimé par une contravention de 4e classe, ainsi que l'immobilisation du véhicule, ainsi que l'article 318-1 du même code pour des émissions de fumée, gaz toxiques, corrosifs ou odorants, dans des conditions susceptibles d'incommoder la population ou de compromettre la santé et la sécurité, ceci entraînant également une contravention de 4e classe, à savoir 90 € mineuraux. Les effectifs de police et de gendarmerie font leur maximum pour réduire ces nuisances, mais très souvent leur personnel doit faire face à d'autres urgences, les vols, les rixes, les violences intrafamiliales, et j'en oublie certainement, sur l'ensemble de la communauté de brigade de Salis de Béarn, soit 38 communes, et également sur les 11 communes d'Orthez dans le cadre du nouveau dispositif de la gendarmerie, et ceci un jour sur 2, ce qui signifie qu'il y a 49 communes à surveiller la nuit. Donc ils ne sont pas toujours disponibles pour revenir pour une mobilette quand on les appelle, qui est déjà passé depuis quelques minutes. Et je vous précise que l'escadron de sécurité routière a été sollicité pour intervenir à ce sujet. C'est un escadron qui est plus à même de relever ces infractions et d'immobiliser les véhicules.
Il l'a déjà fait et il le refera au cours de l'année. Aussi, en vertu des pouvoirs qui confère l'article L 2213-4 du Code général des collectivités, Monsieur le maire peut prendre un arrêté municipal pour les nuisances sonores en interdisant la circulation ou les restrictions d'horaire de déplacement de ses agents. Mais en l'état actuel, les différents codes donnent les moyens d'action pour réprimer et endiguer ces nuisances, et un nouvel acte administratif ne permettrait pas d'améliorer la situation, pouvant même générer d'autres problèmes, notamment le fait de fermer une rue ou de réduire la circulation des véhicules à certains horaires. Véhicule motorisé de roues en moteur. Oui, monsieur. C'est de mettre un panneau interdit aux véhicules en moteur. Alors, je vais prendre la suite, je vais prendre la suite, M. Benegui. Je ne vais pas prendre d'arrêté municipal dans ce sens, car il faudrait interdire toute la ville à la circulation. Ça veut dire que si on met un panneau d'un côté, pourquoi on le met là et pas à l'autre? Et ainsi de suite. Parce que les gars, quand ils passent à mobilette, ils passent d'un côté, ils passent de l'autre, ils passent un peu partout. Donc il faut mettre des panneaux partout. Donc ça serait déplacer le problème ailleurs. Pour moi, ce n'est pas la solution. Donc mettre des panneaux encore et encore à Salis, je pense qu'il y en a assez. Moi, je vais faire confiance, et je fais confiance au service de la gendarmerie pour régler ce problème, sachant qu'on leur a fait remonter les plaques d'immatriculation de ces véhicules. Voilà. Pour moi, les questions sont répondues. On va lever la séance. Je vous souhaite une bonne soirée et surtout qu'on se retrouve ce week-end. Je pense qu'on va être nombreux à se voir pour boire un petit verre au jour de la fête du sel. Bonne soirée. Merci.